Bonjour, je m'appelle Jade Almeida et je travaille en sociologie sur les femmes noires qui aiment les femmes. Obviously, je suis une femme noire, je suis migrante à Montréal. Je viens de Guadeloupe en fait, mais il faut préciser que je suis migrante avec un passeport français. Donc ça a certains avantages par rapport à l'immigration, le droit de venir au Canada. Et en tant que femme noire dans une université blanche, une université très conservatrice à Montréal comme l'UDM, le fait qu'un tel projet sur l'antiracisme existe est particulièrement important puisque ce sont des discriminations que je vis au quotidien en tant que femme noire et contre lesquelles je lutte et contre lesquelles également, sur lesquelles je travaille au sein de mon doctorat. Donc, c'était pour moi totalement logique de participer au projet. Par rapport à ma propre expertise, qui est surtout de travailler sur le vécu des femmes noires, pour moi, honnêtement, c'était la place des femmes noires face au Covid et notamment le traitement des femmes noires au sein de la représentation médiatique qui est faite des victimes du Covid. Donc ça, c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Donc, lorsque la pandémie est finalement arrivée au Canada et bien sûr au Québec, la première chose qui a été faite, c'était de rechercher quelles étaient les populations qui étaient les plus à risque vis-à-vis de la maladie et forcément les foyers de contamination. Donc, où est-ce qu'on pouvait trouver le plus de contamination de la maladie? Très vite, il faut vraiment se rendre compte que le gouvernement canadien et le gouvernement québécois ont refusé de récolter des données qui soient sur spécifiquement les communautés ethniques et les communautés raciales. Donc on a des données par rapport à l'âge, on a des données par rapport au genre, on a des données par rapport à la situation géographique, mais officiellement, le gouvernement a refusé de récolter des données qui nous permettaient de savoir au niveau de l'angle racial, au niveau de l'appartenance ethnique, quelles étaient les victimes de la COVID-19. Or, très vite, on va se rendre compte, lorsque la maladie arrive à Montréal, qu'il y a des foyers de contamination qui sont surreprésentés, notamment dans certains quartiers, 3 quartiers en avril 2020, qui sont Montréal-Nord, Côte-des-Neiges et Rivière-des-Prairies. Donc, 3 quartiers où il y a une surreprésentation des populations racisées et ou migrantes, et notamment des populations noires et ou migrantes. Je précise et ou migrantes parce qu'on peut être noir et ne pas être migrant, on peut être noir et citoyenne canadienne, ce qui a l'air d'être ouvrir une porte ouverte, mais croyez-moi, de temps en temps, il faut le rappeler. Il y a des Noirs qui sont canadiens. Et donc, très vite, on a ces 3 quartiers qui sont, dès avril 2020, surreprésentés dans les taux de contamination et des voix qui s'élèvent pour attirer l'attention sur le fait que parmi les victimes de la contamination, et pas seulement les victimes de la contamination, mais également les victimes niveau mortalité face à la COVID-19, on soupçonne qu'il y a une surreprésentation des populations racisées et notamment des populations noires. Donc certes, comme j'ai dit, on n'a pas les données ouvertes au niveau gouvernemental, mais on peut également comparer les données par rapport à d'autres pays qui, eux, ont fait ces statistiques ou au reste du Canada. Donc, on le sait, par exemple, comme vous pouvez le voir par rapport à mon PowerPoint, que à Toronto, les quartiers noirs sont surreprésentés au sein des contaminations de la COVID-19. Aux États-Unis, où on a des statistiques, on se rend très vite compte que les populations noires et les populations latinex sont également surreprésentées par rapport à la contamination et sont surreprésentées dans la mortalité. C'est vraiment important de faire la différence entre les deux. Et même de l'autre côté de l'Atlantique, on a également la communauté afro-britannique qui est surreprésentée dans les contaminations et surreprésentée dans la mortalité. Donc, en comparant avec le reste du monde qui font ces statistiques et en voyant les quartiers où sont surreprésentés la contamination, le taux de contamination de la COVID-19, et quand je parle de surreprésentation, en avril 2020, on estime qu'à Montréal-Nord, il y a un taux de contamination 2 fois plus élevé que dans le reste de la métropole, que dans le reste de Montréal. Donc, c'est vraiment une différence drastique, en fait, en termes de taux de contamination. Donc, très vite, on peut se rendre compte que ce focus et qu'il y a un focus par rapport aux populations racisées, notamment aux populations noires. Donc, avril 2020, on a ces premières statistiques qui sortent et forcément, les médias s'interrogent sur qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel taux de contamination dans certains quartiers et surtout pour certaines populations? Est-ce que c'est quelque chose lié à leur appartenance ethnique ou est-ce que c'est quelque chose lié par rapport aux structures? Est-ce que c'est quelque chose lié par rapport à la géographie, etc. Ce qui va m'intéresser d'ailleurs à ce sujet, du coup, c'est que quand les médias vont se focuser sur cet enjeu, et notamment sur Montréal-Nord, il va y avoir des articles, notamment un article qui va sortir sur Radio-Canada fin 2020, qui va chercher, comme je l'ai dit, les raisons pour ce taux de contamination.
Et parmi les raisons, ils vont tout de suite mettre de l'avant que le taux de contamination ne serait pas lié à la première vague. La première vague, notamment au Canada et donc au Québec, c'est vraiment lié au voyage. Donc les personnes qui rentrent de l'étranger, qui ont été contaminées à l'étranger, qui rentrent et qui du coup contaminent aussi malheureusement amis, famille et donc provoquent un foyer de contamination. Tout de suite, ce que les statisticiens vont mettre en avant et les journaux vont relayer, c'est que les quartiers cités, notamment le quartier de Montréal-Nord, ce n'est pas lié à cette première vague, ce n'est pas lié au voyage. Donc c'est autre chose, c'est d'autre part que la maladie arrive. Et ce qu'ils vont se rendre compte, c'est qu'il y a également une surreprésentation des travailleurs de la santé dans ces quartiers. Donc, notamment, il faut savoir qu'au niveau de Montréal, c'est 15% de la population qui travaille dans le milieu de la santé. Mais à Montréal-Nord, c'est 23% de la population. Donc, on a un taux de travailleurs de la santé qui sont beaucoup plus présents dans certains quartiers, et notamment dans le quartier de Montréal-Nord. Et ce qui va beaucoup ressortir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, notamment des femmes noires entre autres issues des communautés immigrantes, des femmes noires haïtiennes qui travaillent dans le milieu de la santé et qui travaillent également dans les CHSLD, donc les centres d'accompagnement pour fin de vie de longue durée, donc personnes âgées, le care, l'accompagnement à la personne. Et donc, on a ces villes, on a ces quartiers plutôt, excusez-moi, on a ces quartiers où il y a ce taux de contamination qui est beaucoup plus important et on commence à se rendre compte que c'est parce qu'il y a une représentation plus importante de travailleurs de santé. Et donc, l'article va s'interroger, OK, maintenant que l'on a cette donnée, pourquoi, qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de travailleurs de la santé qui travaillent à Montréal-Nord et pourquoi il y a une surreprésentation des femmes noires au sein de ce milieu de la santé, donc qui font en sorte qu'elles sont parmi les premières victimes des contaminations parce que dangerosité du travail fait qu'elles sont directement en contact avec les personnes susceptibles d'avoir été contaminées. Et parmi les raisons qui vont être données, la première raison, ils vont aller interroger une directrice d'un organisme d'aide à l'emploi, qui est d'un organisme qui aide les personnes migrantes à trouver du travail rapidement à Montréal. Et la directrice, parmi les raisons qu'elle va donner, la première qu'elle va donner, c'est que, et je cite, il est normal qu'en fait qu'on trouverait des femmes noires migrantes dans ces emplois parce que selon elle, culturellement, elles se valorisent en prenant soin des autres. Donc, en gros, elles viennent d'une culture où le rôle social féminin serait plus stéréotypé. Là encore, je suis en train de citer. Et elles ont de la sympathie pour les personnes âgées. Fin de la citation. Donc, on a vraiment une des premières raisons, c'est quelque chose de normal, c'est dans leur culture, c'est dans leur essence. Les femmes noires migrantes seraient plus aptes à occuper ces emplois d'aide à la personne parce que culturellement, c'est le sacrifice de soi pour s'occuper des autres est très ancré. Donc culturellement, elles ont encore une occupation d'emploi très féminin, très stéréotypé, notamment les emplois dans le travail de la santé. Et ça, c'est vraiment, ça paraît anecdotique, mais c'est vraiment quelque chose qui va me sauter aux yeux parce que cette idée que les femmes noires seraient plus aptes à certains emplois, notamment les emplois d'aide à la personne, n'a absolument rien de nouveau. En fait, c'est une idée qui est foncièrement ancrée au sein de notre société et qui date de plusieurs centaines d'années, qui est constamment réutilisée, modernisée pour justifier notamment certaines lois, certaines régulations ou le fait qu'on retrouve des femmes noires dans un certain type d'emploi par rapport à d'autres. Donc, quand je dis que c'est une idée qui n'est absolument pas nouvelle, je veux dire que c'est cette idée que les femmes noires seraient plus aptes au care, seraient plus dociles, plus serviles. On le retrouve depuis la fin de l'esclavage, déjà durant la période de l'esclavage. Je rappelle, le Canada a pratiqué l'esclavage, le Québec également, durant la période de la ségrégation. Mais surtout, pour vous donner une idée de à quel point cela va rentrer dans la normalisation au niveau des lois. C'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1955, le Canada va mettre en place une loi de l'immigration qui s'appelle The Caribbean Domestic Scheme. Qu'est-ce que cela sous-entend? C'est que c'est une loi qui va aller chercher des femmes noires non mariées et sans enfants dans des pays comme la Jamaïque, la Barbade, mais également la Guadeloupe ou Haïti, parce que parle français, donc plus pratique pour le Québec, pour occuper les rôles de domestiques. Et ils vont chercher ces domestiques à l'étranger parce que après la Seconde Guerre mondiale, il y a les premières avancées liées aux luttes féministes menées par les femmes blanches de classe moyenne à bourgeoise qui se rebellent, qui se révoltent contre l'idée qu'elles soient forcées de rester à la maison et s'occuper des tâches domestiques. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où il y a ces luttes féministes qui remettent en question la répartition des tâches ménagères et la répartition du travail domestique, notamment au sein de la cellule familiale, ça ne va pas provoquer une révolution dans le sens où ça ne va pas provoquer un remaniement de la cellule familiale ou une répartition
des tâches domestiques ou de l'occupation par rapport au genre de qui s'occupe de la maison, ce que ça va faire, c'est que ça va juste prendre la responsabilité des tâches domestiques et les passer sur un autre groupe de femmes. C'est-à-dire, les femmes blanches de ces classes ne veulent plus faire de travail domestique, donc on va passer le bébé, on va passer le travail à d'autres femmes. Et on va aller chercher des femmes racisées, migrantes, pour pouvoir s'occuper du travail domestique, pour faire en sorte que ces femmes-là, les femmes qui sont libérées de ce travail, puissent avoir des carrières, puissent sortir, trouver des emplois, etc. Donc c'est vraiment juste une histoire de passation de la responsabilité du travail domestique, de s'occuper des enfants, de s'occuper du ménage. Et donc, dès le début du 19e siècle, il va y avoir une immigration. On trouve l'immigration de la Guadeloupe dès 1911, par exemple. Donc, je vais vous passer une image, notamment, cette image-là, c'est un groupe de femmes noires en provenance de Guadeloupe qui, dès 1911, sont recrutées pour venir prendre les emplois de domestiques à Montréal. Mais quand je parle de 1955, par exemple, là, vous avez un groupe qui se trouve à Toronto, si je ne dis pas de bêtises. Je vous donnerai les références des images en question. Et donc, on a cette loi de l'immigration qui, quand je dis qu'elle va être profondément raciste et sexiste, c'est que c'est une loi qui non seulement va chercher les femmes noires pour occuper des emplois de domestiques, mais qui va les forcer dans ces emplois. C'est-à-dire que même si ces femmes arrivent en ayant une certification d'infirmière, une certification pour être enseignante, donc pour occuper un autre emploi, elles n'ont pas le droit de travailler autre part et dans d'autres emplois que d'être domestiques, si elles veulent venir au Canada. Et non seulement elles n'ont pas le droit d'être autre chose que domestiques, mais elles n'ont pas le droit non plus de changer d'employeur. Donc elles ont un employeur qui va d'ailleurs prendre leur passeport. Donc, elles sont entièrement sous la coupe de cet employeur. Ça a été extrêmement bien documenté au niveau des abus qui vont être subis par ces femmes parce qu'elles sont obligées de vivre chez leur employeur. Elles n'ont pas de jour de repos. Elles travaillent du lundi au dimanche. Elles sont extrêmement mal payées, extrêmement maltraitées et par les familles d'employeurs, mais également par tout le système de l'immigration qui les force à rester dans ces emplois et qui refuse d'écouter leurs plaintes et tourne le regard finalement, ferme les yeux sur les abus qui sont très vite dénoncés par des organismes comme la Maison des femmes d'Haïti, par exemple. Donc, ça a été énormément documenté. Donc, on a ces lois qui les forcent dans ces emplois. Et pourquoi je dis que c'est également discriminant, c'est que l'immigration des femmes blanches d'Europe, par exemple, elles ne sont pas liées aux mêmes restrictions. C'est-à-dire que quand elles arrivent au Canada, elles ne sont pas obligées d'être domestiques. Elles peuvent être nannies, donc elles sont dans un statut plus élevé. Et non seulement elles peuvent être nannies, mais elles ne sont pas forcées de rester avec un seul employeur. On ne leur prend pas leur passeport. Elles peuvent changer d'emploi. Elles ne sont pas forcées d'habiter chez leur employeur. Donc, la différence raciale et genrée est vraiment très présente dans la mise en place de cette loi de l'immigration. Et comment on va justifier le fait d'aller chercher ces femmes noires en Barbade, en Jamaïque, en Guadeloupe, dans les Caraïbes pour occuper les emplois domestiques? On va le justifier en expliquant que les femmes noires seraient naturellement plus dociles, plus serviles, donc ça apparaît vraiment dans les textes de loi. Elles seraient naturellement plus prônes à s'occuper des autres. Elles seraient naturellement plus prônes à s'occuper du ménage. Il y a quelque chose culturellement chez elles qui font qu'elles sont la domestique, l'aide à la personne idéale. Donc déjà, on trouve la même justification, le même mécanisme qu'on ressort en 2020 pour expliquer que les femmes noires se trouvent dans le milieu de la santé. Et pour faire le lien entre, parce que je parle bien de domestique, d'aide à la personne, et là on se trouve en 2020 à parler des emplois qui se trouvent dans le milieu de la santé. Ce qui est important de comprendre, c'est que bien sûr, il va y avoir une évolution du milieu du travail. Donc, la domestique qui vit à domicile est quand même un emploi qui, petit à petit, disparaît. Et paradoxalement, on est dans une société qui n'a jamais eu autant besoin de care, qui n'a jamais eu autant besoin d'aide à la personne, parce qu'on est dans une société qui n'a jamais été autant vieillissante. Donc, on n'a jamais eu autant de personnes âgées. Les personnes âgées n'ont jamais autant vécu si longtemps. Donc, on a vraiment besoin, une société qui a littéralement besoin de personnes qui s'occupent de nos populations les plus vulnérables. Donc, pourquoi je dis paradoxalement? Parce que paradoxalement, on a une société qui n'a jamais eu autant besoin de care, mais aussi on a une société qui n'a jamais autant dévalorisé le care et donc les emplois à la personne. Quand je dis dévaloriser, il faut bien comprendre que tout ce qui est en lien avec le care est considéré comme des emplois toujours féminins, d'accord? Des emplois qui appartiennent au rôle des femmes. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas eu de révolution par rapport à la distribution des tâches ménagères et domestiques et d'aide à la personne, c'est ça dont je parle. C'est qu'en 2020, on considère toujours que ce sont des emplois qui sont plus des emplois de femmes. Ce sont des emplois qui sont donc dévalorisés. Qui dit emploi dévalorisé, forcément sous-payé, très mal payé, très mauvaises conditions de travail. Il y a un définancement constant de la part du gouvernement dans les institutions publiques de la santé. Donc, ce sont des emplois de plus en plus difficiles à occuper, qui ont un poids de plus en plus lourd au niveau de la santé physique, mais également de la santé mentale, ce qui signifie que ce sont des emplois qui ne sont pas recherchés.
dans le sens où ce sont des emplois qui sont extrêmement lourds et par conséquent, dans tous les pays où il y a eu la transformation démographique, on se rend bien compte que certains de ces emplois n'intéressent plus la population citoyenne de moyenne, haute classe ou même petite moyenne classe qui ne va pas vouloir occuper ces emplois dits emplois les plus bas de la société. Et quand je dis dans tous les pays, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est la même justification qui a lieu avec les emplois de domestiques. Notre population ne veut plus occuper ces emplois, on va aller chercher des populations migrantes et marginalisées, on va les paupériser dans le sens où on va les maintenir dans une certaine pauvreté financière grâce à des structures macro qui font en sorte que ce sont des populations qui n'ont pas le choix, qui vont prendre les emplois où on accepte de les embaucher, donc racisme à l'embauche, racisme systémique, on connaît. Et donc, du coup, il faut bien comprendre que ça laisse peu de choix par rapport aux femmes noires, qu'elles soient citoyennes, mais surtout migrantes, au niveau du type d'emploi qu'elles peuvent occuper. Et donc, forcément, parmi le type d'emploi, il va y avoir cette surreprésentation au sein des emplois d'aide à la personne, notamment les emplois dans les CHSLD, qui demandent très peu ou quasiment pas de certification, il y a une formation, puis vous pouvez tout de suite commencer. Et donc, ce sont des emplois qui sont particulièrement occupés par des femmes nouvellement migrantes, par exemple. Et là-dessus, vous rajoutez, donc comme je l'ai dit, vous avez tout le stéréotype de la nounou finalement. Donc quand je parle du stéréotype de la nounou, bien sûr, vous avez tout de suite à l'image certains extraits de films qui ont un peu popularisé ce stéréotype, mais c'est souvent un stéréotype qu'on imagine dans le contexte des États-Unis, alors que c'est un stéréotype qu'on peut retrouver dans le contexte canadien, qui a été utilisé pour justifier la mise en place de certaines lois, comme je l'ai dit, ou la distribution du type d'emploi. Donc, le stéréotype de la nounou qui va être utilisé pour justifier le fait que les femmes noires soient plus aptes, plus dociles, plus serviles et plus prônes à prendre soin des autres, se retrouve également avec d'autres intercales, ou plutôt va se retrouver avec d'autres types de stéréotypes qui va littéralement renforcer la place des femmes noires dans cet entonnoir de risque. Donc, il y a le stéréotype de la nounou qui entre en jeu, mais il y a aussi le stéréotype de la strong black woman. Donc, cette idée que les femmes noires sont fortes, et qu'est-ce que cela sous-entend, qu'est-ce que ça peut justifier, c'est que du coup, les femmes noires sont tellement fortes qu'elles peuvent absolument tout encaisser. Donc, c'est vraiment la porte ouverte aux abus. C'est un peu la face cachée de ce stéréotype qui, de base, pourrait paraître être un compliment. Les femmes noires sont fortes, on reconnaît leur force, on reconnaît leur importance au sein des piliers de la famille, mais du coup, on ne reconnaît pas qu'elles puissent être victimes. On ne s'attend pas à ce qu'elles puissent être fatiguées. On n'aide pas les femmes noires à se reposer, par exemple. Donc, la strong black woman rentre en jeu pour justifier qu'elles puissent supporter des emplois difficiles avec de longues heures de travail qui demandent énormément physiquement et mentalement. Donc, on a ça qui rentre en jeu. On a bien sûr la discrimination à l'embauche et la discrimination au niveau des promotions qui font que lorsqu'elles rentrent dans un milieu de travail, elles restent au bas de l'échelle salariale. Et bien sûr, on a toute la place des femmes noires au sein de leur famille et de leur communauté. Donc, le fait qu'elles soient chefs de famille, le fait qu'elles ont une communauté, qu'elles ont une famille qui repose sur leur contribution, notamment leur contribution financière. Toutes ces discriminations et donc toutes ces attentes et toutes ces pressions vont s'intercaler pour former littéralement un entonnoir de risque et s'assurer qu'elles se retrouvent en bas de cet entonnoir de risque. Donc, bien sûr, pourquoi je voulais mettre de l'avant que cet article en soi qui paraît anecdotique finalement s'inscrit dans un historique bien spécifique de stéréotypes et de stigmatisation, c'est que ça travaille à la normalisation du sacrifice des femmes noires. C'est-à-dire que lorsque vous regardez une pandémie, comme on est en train de regarder l'analyse du Covid-19, et que vous prenez en compte l'angle racial, qui malheureusement est souvent le premier angle d'analyse à être mis de côté ou effacé dans les analyses dans quasiment toutes les analyses sociologiques que vous pouvez faire, même une analyse comme celle de la pandémie de Covid-19, si vous prenez en compte l'angle racial en plus de l'angle du genre, vous vous rendez compte encore une fois de la surreprésentation de certaines victimes, mais malheureusement également de la normalisation de cette victimisation. Donc c'est-à-dire qu'on fait porter le chapeau, il y a un très bon article qui a été écrit là-dessus que je vous mettrai en ressources, on fait porter le chapeau sur les victimes. Finalement, si elles sont plus victimes de la contamination, c'est parce que ce sont nos héroïnes et si elles vont aux premières lignes de la lutte contre le Covid, mais si elles vont en première ligne, c'est pas tant parce qu'on leur laisse pas le choix, c'est parce que naturellement, elles sont prônes à le faire. Ce sont des femmes noires et les femmes noires vont forcément aller travailler comme infirmières parce que c'est quelque chose qui est culturellement très ancré. Donc, le fait qu'il y ait cette normalisation de victimisation des femmes noires est tellement ancré au sein de notre société qu'elle ressort littéralement dans chacune de nos analyses. Et pourquoi je disais que
il faut bien comprendre que cet entonnoir de risque se renforce avec le racisme systémique, c'est que bien sûr, vous avez le cercle vicieux également qui s'enclenche pour faire le lien avec la contamination au sein de certains quartiers. C'est que qui dit emploi mal payé dit ben, forcément logement délabré parce que ça signifie que vous êtes obligé d'occuper des logements où les loyers sont très bas. On connaît la crise du logement à Montréal. Les logements où les loyers sont très bas sont forcément des quartiers où il y a une surreprésentation des populations racisées, des populations migrantes. Qui dit logement à loyer bas dit logement souvent insalubre, trop petit, donc des logements où il est extrêmement difficile de faire de la distanciation sociale. Donc lorsque j'ai vu certaines interviews de, par exemple, de médecins qui étaient positifs, testés positifs au Covid-19 et qui automatiquement disaient ben, moi je me suis installée au sous-sol de notre appartement pour être sûre que ma famille ne soit pas contaminée, je suis restée au sous-sol pendant 2 semaines. Ça, c'est une possibilité de distanciation sociale que vous avez que si vous avez un appartement qui a un sous-sol. Et on le sait, dans des appartements insalubres, trop petits, parfois il y a 2, 3 personnes dans la même pièce. C'est-à-dire que pour certaines de ces femmes-là, elles n'ont même pas une chambre à elles, si on pense au type d'appartement qu'on peut trouver dans certains quartiers, notamment les quartiers de Montréal-Nord, avant gentrification, bien sûr. Donc forcément, pas de distanciation sociale veut dire taux de contamination réglé plus pour leur famille et donc pour la communauté. Et on rentre dans le cercle vicieux de ben, certains quartiers vont être surreprésentés au niveau de la contamination. Et plutôt que de regarder l'analyse structurelle de comment se fait-il que dans chaque pays où il y a eu un déferlement de la pandémie, systématiquement, le premier foyer de contamination, ce sont les quartiers défavorisés. Et systématiquement, dans les quartiers défavorisés, qu'est-ce qu'on retrouve? Ce sont les populations migrantes, ce sont les populations noires, et donc ce sont les femmes noires. Le fait que ce soit un fil conducteur de la pandémie dans différents contextes nationaux, même dans différents... euh, en Amérique, mais également en Europe, devrait ressortir des analyses. Et pourtant, ce qui ressort en premier, ça va être la normalisation. Et donc, l'invisibilisation de ces structures. Et lorsqu'on normalise et invisibilise ces structures, on délégitime toute critique, voire on excuse en fait. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de compte à rendre par rapport à ces structures. Et je tenais à faire le lien pour montrer en quoi ce n'est pas si anecdotique que ça. C'est quelque chose qui ressort chaque fois qu'on essaye de faire une analyse ou qu'on se rend compte qu'il y a eu, que ce soit une catastrophe naturelle ou une catastrophe causée par l'être humain. Si vous tenez à faire une analyse qui soit holistique, donc qui soit complète, il faut prendre l'angle racial. Et c'est toujours l'angle racial qui est évacué. Et pourquoi je dis ça? Par exemple, malheureusement, il y a maintenant quelques semaines, il y a eu l'explosion à Beyrouth, au Liban, qui a causé des milliers de victimes, qui continue de causer encore des victimes, et du coup des manifestations, notamment pour dénoncer la responsabilité du gouvernement dans cette catastrophe. Et une des choses qui m'a intéressée, comme j'ai dit, ma spécialité, ce sont les femmes noires. Donc automatiquement, ce que je regarde lorsque j'analyse, quel que soit le sujet, où sont les femmes noires? Comment sont traitées les femmes noires? Comment représente-t-on les femmes noires? Et automatiquement, ce qui est arrivé par rapport à l'explosion, c'est qu'il y a eu comme un effacement de la lecture, encore une fois, raciale par rapport aux victimes et par rapport aux personnes qui vont être touchées sur le long terme. Il faut savoir, par exemple, qu'au Liban, il y a encore beaucoup cette pratique d'avoir une domestique. Donc d'avoir une domestique à domicile, et les domestiques sont largement surreprésentés des femmes noires. Et ce qui m'a vraiment beaucoup marqué dans cette situation-là, c'est que non seulement il va y avoir comme un effacement de la place des domestiques dans cette explosion, donc parmi les victimes, mais également les victimes à long terme, c'est-à-dire elles vont perdre leur emploi, etc. Et souvent ce sont des emplois qui ne sont pas déclarés, elles ne sont pas protégées par un quelconque système de protection de l'emploi. Mais ça va également ressortir dans le type de vidéos et d'images qui va tourner de l'explosion de Liban et Beyrouth. Il faut chercher très longtemps avant de trouver, dès les premiers jours après l'explosion, la présence des Noirs. On a l'impression qu'ils disparaissent à Beyrouth, au Liban, malgré leur présence très importante au niveau de la population. Mais par contre, il y a eu des vidéos qui ont buzzé, et notamment une vidéo où on peut voir une femme au milieu d'un salon dévasté qui joue du piano. Et la vidéo avait été saluée comme un exemple de résilience. Et elle tournait beaucoup sur les réseaux sociaux et forcément, elle finit par arriver sur mon feed. Et je vois à quel point elle est célébrée, elle fait véritablement le buzz. Mais cette vidéo est d'autant plus, pas choquante, mais forte à regarder que donc vous avez cette femme âgée qui joue du piano dans un salon complètement dévasté, on comprend dévasté par l'explosion, et quelqu'un qui la filme en mettant en avant sa résilience de jouer du piano parmi une telle catastrophe. Et vous pouvez voir dans le coin de la vidéo, donc pendant que cette dame joue du piano, on voit une domestique noire en train de nettoyer, donc en train de ranger le salon, qui est absolument pas commenté par la personne qui est en train de filmer, qui n'est pas
véritablement commenté non plus par les personnes qui saluent la présence de cette femme qui joue du piano. Et moi, je vois toute la violence finalement du rapport de race et de classe de cette domestique qui est venue chez son employeur probablement nettoyer après les ravages de l'explosion et elle porte un masque parce qu'il y a encore la pandémie du Covid-19. D'accord. Donc elle est même au sein de l'explosion, elle doit venir travailler et c'est elle qui va ranger et nettoyer. Mais la preuve de la résilience, c'est pas elle qui est venue travailler malgré la pandémie avec son masque, qui est en train de nettoyer après l'explosion, c'est son employeuse qui joue du piano. Et ça, j'ai trouvé ça parlant en soi de, encore une fois, cette répétition de la normalisation de leur présence en arrière-fond et finalement de leur invisibilisation dans la victimisation vis-à-vis de la pandémie. Ça, c'est un sujet qui systématiquement va attirer mon attention. Donc, il me semblait que c'était véritablement important d'aborder l'enjeu parce que lorsque vous voulez faire une analyse qui soit holistique, comme je l'ai dit, l'angle racial est constamment mis de côté et pourtant, c'est ce qui permet de voir l'entonnoir de risque. Et si vous voulez contrer ce type d'analyse, contrer la normalisation, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut gratter et il faut aller chercher qui sont les personnes qu'on ne voit pas, qui sont les personnes qu'on s'attend à être victimes et qui ne vont pas provoquer d'émoi ou d'empathie parce que ce sont les victimes normalisées. Il y a différentes actions qui peuvent être faites, donc je pense à deux niveaux. Tout d'abord, bien sûr, il y a l'action de redistribuer les ressources. Donc il y a des endroits auxquels on peut faire des dons, des associations auxquelles on peut participer ou donner un coup de main, qui sont des associations qui vont spécifiquement aller chercher à aider les populations les plus marginalisées et donc spécifiquement les populations noires, les populations migrantes, les populations queer, les populations trans. Je rappelle, les populations queer et trans peuvent être aussi noires ou migrantes. Donc ce sont vraiment les populations qui souvent sont les moins ciblés par les programmes ou les politiques d'aide. Et donc, lorsque vous avez des collectes de fonds ou des organismes qui mettent en place des plans d'aide pour spécifiquement ces populations, bien sûr, si vous avez les moyens, si vous avez les ressources, tout de suite, allez les aider. Ça, c'est l'action concrète qu'on peut faire dans l'immédiat. Dans le moyen et long terme, je pense que c'est important de faire son travail de recherche, surtout lorsqu'on est étudiante au sein de ces institutions, parce que, on le rappelle, hein, je le rappelle, c'est encore une fois enfoncer une porte ouverte, l'institution académique a largement contribué à la normalisation et l'invisibilisation, notamment des communautés noires, même de ces étudiants et étudiantes noires. D'accord. Donc, face à cette normalisation, invisibilisation, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau des professeurs, que ce soit au niveau du cursus, que ce soit au niveau des auteurs et autrices qui sont cités, etc., etc. C'est une normalisation et invisibilisation qui fait partie de l'ADN même de l'institution. Donc, en tant qu'étudiant et étudiante, si on veut aller à l'encontre de cette invisibilisation et de cette normalisation de l'invisibilisation, c'est d'aller chercher d'autres voies. C'est d'aller, parce qu'il y a des féministes, il y a des théoriciennes noires et racisées qui ont produit sur ces enjeux-là et qu'on peut aller lire et mettre de l'avant lorsque l'on cite, choisir sciemment de citer des femmes noires, choisir sciemment de citer des personnes issues des communautés autochtones, choisir sciemment de prendre les voies et les angles d'approche qui ne sont pas ceux considérés comme la source universelle du savoir dans l'institution, mais au contraire qui sont les sources de savoir qui existent, mais qui sont banalisées par l'académie. Donc j'ai par exemple sur le sujet des femmes noires en lien avec le Covid et donc le stéréotype de la nounou, il y a certaines ressources qui pour moi sont les bases si jamais vous voulez aller un peu plus profondément sur le sujet. Donc par exemple, la pensée féministe noire de Patricia Hill-Collis, c'est la base de la base, c'est un classique, ça a été traduit en français dernièrement, donc autant en profiter, mais ça permet vraiment d'avoir une analyse très poussée de tous les stéréotypes qui existent encore dans les médias au niveau des femmes noires. Vous avez le travail exceptionnel de Robin Ménard, aussi Policing Black Lives, qui a été traduit en français en 2018, Noir sous surveillance, qui est extraordinaire dans le sens où c'est un des rares travail en français qui a été fait sur les Noirs au Canada. Et ça encore, c'est un sujet très important à creuser parce que très souvent, lorsqu'on essaie de parler racisme, automatiquement, on prend le contexte national états-unien comme si dans le contexte national canadien et encore plus québécois, le racisme n'existait pas. Donc, vous avez cette ressource qui permet au contraire de faire un historique extrêmement pertinent de la violence d'État telle que subie par les Noirs au Canada et au Québec, qui existe en anglais, qui existe en français. Sur le travail du CARE, donc pour voir comment il y a eu cette évolution du travail de domestique, puis finalement la maternalisation de l'emploi, notamment dans le milieu de la santé. Vous avez Rose Mirly Joseph,
qui a fait tous ces articles. Je vous les recommande, ces vidéos YouTube, mais vous avez par exemple de l'invisibilisation des travailleuses domestiques haïtiennes, qui est un bon point de départ. Et ensuite, lisez toute sa bibliographie, elle est vraiment très intéressante. Et vous avez aussi, c'est une ressource qui n'existe pas en français malheureusement, qui est juste en anglais, mais qui j'espère finira par être traduite. Donc deux ressources. Vous avez Evelyn Nakano-Glenn, elle qui a été traduite, un de ses articles a été traduit, c'est pour une société du care. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça aussi, c'est toute une analyse de l'évolution de ce milieu de l'emploi. Ça a été traduit. Et pas tout le reste de sa bibliographie, malheureusement, c'est un bon point de départ. Par contre, une autrice qui mériterait vraiment d'être traduite en français, qui n'a toujours pas été, mais que je recommande pour les personnes qui ont accès aux ressources en anglais, c'est John Brand. Peut-être que je prononce mal son nom de famille, mais qui a énormément produit sur les communautés noires au Canada, et notamment qui a produit un livre qui a écrit un livre qui s'appelle No Burden to Carry, qui est vraiment les témoignages de femmes noires qui ont travaillé au Canada des années 20 aux années 50, et qui permet du coup de mettre en lumière la continuité de certaines discriminations qu'on continue de subir de nos jours. Donc vraiment, ça, ce sont des ressources qui, je pense, sont de très bons points de départ si vous voulez aller beaucoup plus loin dans le sujet. Et ensuite, continuez de vous informer sur l'enjeu pour pouvoir casser cette invisibilisation, que ce soit votre premier réflexe, que ça devienne littéralement un habitus pour vous de automatiquement chercher ces personnes, parce qu'elles ne sont jamais là. Lorsqu'on regarde les représentations, les analyses, elles ne sont jamais présentes. Donc automatiquement, ça va devenir quelque chose que, ok, où sont-elles? Comment on les représente? Comment je peux faire en sorte de les entendre? Où est-ce que ces voix ont été pourquoi ces voix ont été marginalisées, etc., etc.